Ouverture du dialogue officiel entre Washington et l'OLP. Consternation à Jérusalem après le revirement de la position américaine vis-à-vis de Yasser Arafat. Le revenu minimum d'insertion disponible à partir d'aujourd'hui. Chaque département organise l'accueil de ceux qui y ont droit. La situation à la RATP, reprise imminente des négociations entre la direction et la CGT. Les ravages de la grippe, plus de 2 millions de Français déjà touchés, d'autres virus sont à l'œuvre. Arménie, nos envoyés spéciaux en direct de Lenina Khan, où les fouilles sont sur le point d'être interrompues 9 jours après le tremblement de terre. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous voici en direct avec nos envoyés spéciaux en Arménie, 9 jours après la catastrophe. Vous êtes donc sur place à Lenina Khan, Bruno Albin. Oui, Christine, bonsoir. Nous nous trouvons actuellement à côté de l'un des immenses chantiers de déblaiement qui sont venus ici endeuiller cette ville de Lenina Khan à 120 km au nord d'Erevan. À côté de moi, il y a ici un groupe de personnes qui ont travaillé toute la journée à tenter de retrouver sous les décombres les victimes et même en espérant parfois retrouver d'éventuels survivants qui auraient pu survivre à ces 8 jours d'enfer. Vous savez, on a vu des images... Oui, Christine. Oui, un point, Bruno. On a appris ici à Paris que les recherches pour retrouver les survivants sont déjà arrêtées à Spitak, qui est donc la ville voisine. À Lenina Khan, est-ce que les fouilles continuent ? Les fouilles ont cessé effectivement à Spitak et la rumeur ici dit que, sans que nous ayons pu le confirmer de notre part, que les bulldozers seraient entrés en action à Spitak. Les autorités ont fait part de risques d'épidémie, dit-on. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que selon nos informations, 5400 personnes seulement, ou 5400 personnes tout court, ont été sauvées depuis le début des opérations de sauvetage. Malheureusement, de l'avis des sauveteurs, il faut s'attendre à un chiffre de victimes très largement supérieur à celui des 45 000 qui sont donnés actuellement par les autorités soviétiques. On a fouillé pour l'instant uniquement 1/10 des décombres et on dénombre déjà quelque chose comme 20 000 morts. Alors, comment estimer le nombre des victimes? 25 000 habitants dans Spitak dont nous parlions tout à l'heure. S'il y a très peu de survivants dans cette ville, mais on sait aussi qu'à Spitak étaient venus se regrouper des tas de réfugiés arméniens qui avaient fui l'Azerbaïdjan pour échapper aux émeutes et aux conflits ethniques. Alors, il sera donc très difficile d'établir le chiffre des victimes de ce tremblement de terre assez rapidement. Mais pour l'instant, on continue les recherches ici à Lenina Khan et nous allons voir cela tout de suite avec Hervé Brusini qui se trouve à un autre endroit près de chez nous. Hervé, donc vous êtes là ? Oui, tout à fait. Vous voyez sous mes pieds ce monticule, eh bien c'était un immeuble qui s'élevait sur 6 étages, Christine. Et à présent, eh bien, il se livre une bataille curieuse. Ici, quelques rares survivants fouillent, traquent le moindre signe, le moindre souvenir. Et puis de l'autre côté, il y a un bulldozer qui est entré en action, un bulldozer qui doit tout emporter. Et pourtant, ce bulldozer, il y a 2 heures à peine, Christine, a stoppé son activité, son travail. Vous allez voir pourquoi. Regardez. L'inespéré, le miracle, les sauveteurs biélorusses, ukrainiens se remettent à y croire. Ils viennent d'entendre quelque chose. C'est l'exploration. Et au bout de 20 minutes, ce verdict. Une femme est bien là, mais elle a succombé. Pendant toute la journée, ce fut le même spectacle. Des femmes et des enfants que l'on exhume, rarement des hommes. À 12h moins 20, quand la terre a tremblé mercredi, ils n'étaient pas encore rentrés à la maison. 108 personnes habitaient cet immeuble, 87 ont disparu. Maintenant, ils savent que tout espoir est perdu. La lame du bulldozer va tout effacer, pas leur douleur. Jusqu'au bout, ils vont chercher le moindre souvenir. Ils fouillent ce véritable tas de sable qu'était leur maison.
Voici ce qui composait les pierres de leur bâtisse. Vous avez perdu beaucoup de gens dans ce séisme, dans le tremblement de terre? Elle a perdu une personne. Et vous, madame? J'ai 4. 3 personnes. 3 personnes. ما عايش بدي سباسنك مازال ما يغني باش دلك Elle dit que nous n'attendons que la mort. Après ce qui nous est arrivé, nous n'attendons que la mort. Voilà donc tout ce qui se passe ici se déroule aussi dans d'autres quartiers, d'autres pâtés de maisons de cette ville de Linanakan qui comptait, je vous le rappelle, plus de 250 000 habitants, Christine. Alors Hervé, pour bien nous rendre compte ici à Paris que vous êtes là en direct avec nous, il faut donc préciser que pour vous, il est un peu plus de 11h du soir, 11h05 exactement. Est-ce qu'il fait très froid? Est-ce que le froid ajoute à la difficulté de la situation? Tout à fait, il fait -5, -6. Heureusement, le froid n'est pas trop grand, je dirais. C'est vrai aussi que la neige est tombée ici depuis plus de 24 heures, que ici tout le monde évolue dans une sorte de boue complète, et que réellement, lorsque vous arrivez ici à Linanakan, vous êtes totalement subjugué par ces cercueils qui sont à tous les coins de rue et où les gens viennent se servir, si j'ose dire, lorsqu'ils découvrent de nouveaux morts. C'est un spectacle terrible que de voir cette vie côtoyer la mort. Réellement, il est rare de voir une tragédie pareille. Hervé, est-ce que vous avez eu confirmation depuis que vous êtes donc arrivé sur place hier soir à Erevan, vous avez eu confirmation des interpellations auxquelles l'armée soviétique continue de procéder dans les milieux nationalistes arméniens à Erevan? Écoutez, Christine, effectivement, ce sont des choses qui se disent. Pour l'instant, nous n'avons pas pu vérifier cette information. Demain, nous poursuivrons et nous verrons avec d'autres reportages ce qui se passe de ce point de vue politique. Ce que je puis vous dire, c'est qu'ici, depuis 24 heures, effectivement, les armes des troupes de l'armée rouge se font plus apparentes, que la surveillance de la cité se fait plus soutenue, mais qu'ici, de toute manière et par-dessus tout, ce qui monopolise encore l'attention, c'est la tragédie de ce séisme. Alors, cette tragédie, on la voit surtout, j'imagine, à Erevan, la capitale. C'est là où sont regroupés, Hervé, l'envoi des secours soviétiques et internationaux, notamment à l'aéroport. Tout à fait. Mais je vous invite à rejoindre d'abord Bruno Albin, qui va vous parler davantage de ce sujet. Et le voilà tout de suite. Oui, Bruno. Oui, les secours continuent effectivement d'arriver à Erevan. Hier, à notre arrivée, nous avons été particulièrement surpris par l'intensité du trafic aérien et également par le nombre des avions qui se trouvent au sol. C'est absolument étonnant. On parle de 200 mouvements d'appareils par jour pour un petit aérodrome de province qui d'habitude n'accueille que 5 vols réguliers quotidiens. Mais les avions, bien sûr, et dans le même temps, on voit aussi les premiers secouristes s'en aller. C'est ce qu'a constaté Gilles Rapine. On est crevé, on s'en va. Dans sa langue, ce pompier de Cracovie exprime l'épuisement des sauveteurs venus du monde entier et qui, depuis hier, repartent d'Erevan. Polonais, Autrichiens, Britanniques, Français, Américains, Allemands de l'Ouest et de l'Est, une internationale de la fatigue et de la déception. Les bilans sont maigres. 3 survivants seulement retrouvés par les Autrichiens en 4 jours et 4 nuits de recherche et les chiens qui repartent blessés à Salzbourg. Il n'y a plus rien à faire maintenant, on est arrivé trop tard, ils sont tous morts. Ces chiens sont devenus les derniers héros de l'Union soviétique, les plus populaires en tout cas. Scène impensable il y a seulement encore 10 jours, des soldats américains et soviétiques qui se prennent en photo avant de se quitter. C'est absolument exceptionnel, ces soviétiques sont devenus de vrais amis. Personne ne voudra me croire quand je vais rentrer à Jackson, Mississippi. Recordmen mondiaux du sauvetage, les Français. Au point qu'être Français aujourd'hui à Erevan, en Arménie soviétique, cela suffit comme laissez-passer.
Alors, vous voici donc à nouveau, Bruno. Avec vous, on vous voit mal, là on le voit mieux. Donc, je crois que vous êtes donc avec l'un des sauveteurs français, le chef d'un bataillon de la sécurité civile. Il s'agit effectivement, Christine, du colonel Kayarek, qui est le chef du détachement français de sécurité civile à Léninakan, 498 hommes. Mon colonel, vous repartez demain. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui pouvait être fait a été fait? Nous avons fait le maximum depuis que nous sommes arrivés le 9 décembre. Maintenant, les chances de survie restent minimes, quoique on ne puisse pas négliger de retrouver encore quelques emmurés sous les décombres. Combien de vies avez-vous pu sauver ici? Nous avons sauvé 13 personnes, un homme et 12 femmes. Mais 13 personnes, cela semble très peu par rapport aux 48 personnes que vous aviez pu sauver à Mexico. Est-ce que les conditions de travail étaient différentes, les circonstances différentes? Oui, alors je crois qu'à Mexico, les destructions étaient plus centralisées et étaient situées au milieu de la ville, alors que vous l'avez vu lorsqu'on se promène ici à Léninakan, ce que l'on remarque, ce sont simplement dans les destructions, les bâtiments qui restent. La construction des immeubles est-elle en cause? Alors la construction, ce que l'on peut remarquer, c'est que le béton paraît plus friable que le béton que l'on emploie habituellement. Mon colonel, vous repartez demain avec vos presque 500 hommes. Avant de nous séparer, je voudrais qu'il vous soit rendu ce soir une sorte d'hommage avec le reportage qu'Alain Labouze a réalisé il y a 48 heures. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Une jeune femme arrachée par les hommes du colonel Kayarek à 8 jours de martyre sous les décombres. Voilà. Cette main, c'est sans doute celle de la dernière rescapée. 6 jours, 6 nuits, emmurée à l'intérieur de ce trou, dans le froid et la peur. Emmurée vivante, car c'est une femme. Son mari n'y croit pas encore. L'un de leurs 2 enfants est quelque part enfoui sous ces pierres. Pour les sauveteurs français de Léninakan, c'est la 13e victime qu'ils sortiront vivante des décombres. Il faudrait pousser le bras thérapeutique. Doucement, hein. Attention pour lever, quelqu'un prend le garde. Avant de nous séparer, Alain Labouze, vous qui étiez médecin avant d'être journaliste, le regard du médecin sur l'arrivée de l'aide humanitaire ici à Léninakan et dans toute l'Arménie, de quoi a-t-on besoin? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que tout ce qui a été reçu par les organisations humanitaires a été utilisé et bien utilisé. Maintenant, il faut arrêter d'envoyer des reins artificiels. Les sauveteurs n'en ont plus besoin. Il faut aussi arrêter d'envoyer de la nourriture. Les gens ont ce qu'il faut maintenant sur place. Ce dont on a besoin par contre, en ultra priorité, c'est de vêtements chauds, des pulls verts, des couvertures, des chaussettes. Et puis bien sûr de l'argent pour que les sauveteurs de toute l'aide internationale puissent continuer à travailler. Alors justement, Alain Bruno, quand même restons sur ce point parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens en France, en Europe, partout qui sont bouleversés par ce que l'on voit avec vous en direct là ce soir. Alors on a envie d'en savoir plus. Il y a des gens qui continuent d'envoyer des vêtements. Alain Manoukian, le fabricant textile français, envoie un avion, je crois, la nuit prochaine. Donc vous dites, Alain, surtout de l'argent. Oui, de l'argent, Alain, essentiellement. Ils ont besoin d'argent. J'ai vu là tout à l'heure encore les membres de Médecins sans frontières, de Médecins du Monde, de la Croix-Rouge. Tout le monde dit que
bien sûr, on a besoin de médicaments. Il faut recevoir des médicaments, mais il ne faut pas qu'il y ait des initiatives, je dirais, individuelles qui soient prises. Il faut que ces médicaments soient distribués par les organisations humanitaires. Sinon, ces médicaments risquent d'arriver dans des stocks qui ne seront pas utilisés. C'est seulement en donnant de l'argent à Paris, à ces organisations humanitaires, que les sauveteurs pourront continuer à travailler. Et puis n'oubliez pas, je vous dis, parce que maintenant, il se met à faire de plus en plus froid. Vous voyez des réfugiés sous les tentes, d'envoyer des couvertures, des chaussettes, des pullovers. Ils en ont bien besoin. Alors justement, Bruno Albin, Alain Labouze, Hervé Bozini, vous restez bien sûr avec nous, vous êtes nombreux là à Leninakan, parce que ce que l'on comprend mieux avec vous, c'est que malgré ces images terribles, l'urgence maintenant, la priorité, ce sont bien sûr les survivants. Alors, Dominique Thiers est, elle, à Moscou avec Jean-Michel Lecartier. Ils ont pu aller aujourd'hui à Moscou dans un centre de réfugiés, là où transitent beaucoup de gens qui sont en train de remonter d'Arménie. À petits pas, ils reprennent vie. Ils sont 19, pour la plupart des femmes et des enfants. Le groupe est arrivé il y a quelques heures de Leninakan. Ils vont passer la nuit ici, à 40 km de Moscou, de centre de transit en foyer d'hébergement. Ils continuent d'errer. Première urgence, leur fournir des vêtements chauds. Marina était en robe de chambre lors du tremblement de terre. Cela fait près d'une semaine. On lui donne enfin un manteau neuf. Il n'y a pas beaucoup de choix. 2 manteaux pour adultes, 3 pour enfants, une dizaine de paires de bottes. Marina a 64 ans. Pour elle, l'Arménie s'est terminée. Son unique petite fille est morte là-bas. Elle avait 12 ans. Non, je ne retournerai jamais en Arménie. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a trop de malheurs, trop de tremblements de terre, et puis tous ceux que j'aime sont morts, tous mes amis sont morts. Les hommes ne sont pas du voyage, ils sont restés au pays pour aider les sauveteurs. Ceux qui étaient ici hier soir n'avaient qu'une hâte, repartir. Moi, je suis là parce que mon frère est à l'hôpital en ce moment. Et après, qu'est-ce que vous allez faire après? J'ai envie de retourner en Arménie, comme l'a conseillé notre Mireille Sergeyevitch Gorbatchev. Je dois absolument retourner là-bas pour reconstruire ma ville. Ils n'auront pas le temps de reprendre souffle. Déjà, on leur donne un billet de train pour une destination qu'ils ont choisie. Un frère, un cousin, un refuge pour quelques mois. On ne les abandonne pas comme ça, on leur donne 100 roubles par personne. C'est à peu près un mois de salaire. Ce n'est pas le gouvernement qui paye, c'est vous, c'est moi, c'est elle, c'est la générosité des gens. À l'heure du départ, ils ont rassemblé tout ce qu'il leur reste de leurs affaires personnelles. Et cela tient en quelques baluchons. En route vers un avenir incertain. En route pour une vie qu'il faut à présent refaire. De Moscou, retournons à Leninakan. Je vous rappelle que nous sommes en direct avec tous les envoyés spéciaux d'Antenne 2. Hervé Bozini, Bruno Albin, je ne vous vois pas, là vous êtes dans le noir. Je vous rappelle qu'il est 3 heures plus tard là-bas en Arménie. Une question tout de suite, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'enfants à Leninakan dans les ruines? Écoutez, si c'est à moi d'intervenir, Christine, je peux vous dire que on en voit quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns, des enfants qui ont l'air désœuvrés, qui viennent très vite à nos côtés. Bon, bien sûr, nous avons des caméras, mais qui cherchent aussi un peu de réconfort, de quoi manger. On en voit, je vous le dis, assez peu, et je ne sais pas de quelle manière sont traités ces enfants. Nous baignons dans un drame permanent, le drame de l'image de cercueil, de l'image d'enfants désœuvrés. Voilà ce qu'est la réalité de Leninakan.
Alors Hervé, on est donc avec vous à l'Eninakhan ce soir. On aperçoit derrière vous une coupole. Il est peut-être temps maintenant d'expliquer le dispositif mis en place par Yves de Villers et l'équipe de France Télécom. C'est en effet un exploit technologique dont nous sommes en train de bénéficier ce soir. Une première liaison par satellite en direct d'Arménie. Patrice Pelé nous en explique le principe. C'est la première fois que les autorités soviétiques autorisent l'installation de matériel de télévision direct à des milliers de kilomètres de Moscou. Nos envoyés spéciaux, 11 techniciens et 6 journalistes, ont quitté la France mercredi à 4h30 du matin. 11 heures plus tard, ils atterrissaient sur l'aéroport de Yerevan. Encore 6 heures de route, 120 km pour relier l'Eninakhan, et ce soir, 24 heures plus tard, ils nous envoient leur reportage. À partir d'une antenne parabolique de 3 mètres de diamètre, les images et le son ont parcouru 72 000 km relayés par le satellite européen ECS. Récupérés à Bercenay dans le centre de la France, les signaux ont terminé leur course ici à Antenne 2 à Paris pour vous être renvoyés. En Arménie et à Paris, le travail de toute une équipe, des moyens exceptionnels pour vous montrer le tremblement de terre le plus important de ce siècle. Voilà, Hervé, c'est donc grâce à ce dispositif que nous allons maintenir, si tout va bien, toute la journée de demain pour vous informer, pour vous faire vivre donc en direct dès Télématin à 7h moins le quart, puis à 13h et à 20h pour vous retrouver, Hervé Brugini, Bruno Albin, Gilles Rabine, Alain Labouze, tous ceux d'Antenne 2 et de France Télécom qui sont donc pour nous là-bas à l'Eninakhan. Bonne nuit et bravo, et nous vous retrouvons bien sûr avec beaucoup d'émotion demain matin, donc dès 6h45. Venons-en maintenant, parce que c'est aussi l'actualité, à l'événement majeur de la journée qui mobilise depuis l'aube les chancelleries et les rédactions. C'est bien sûr la volte-face des États-Unis vis-à-vis de Yasser Arafat. La nuit dernière, 4 heures après une nouvelle conférence de presse du chef de l'OLP qui clarifiait sa position vis-à-vis d'Israël et du terrorisme, George Shultz, le secrétaire d'État américain, annonçait l'ouverture d'un dialogue substantiel avec l'OLP, ainsi reconnu officiellement et pour la première fois par Washington comme un interlocuteur légitime. Il ne s'agit pas pour autant, précisait-il, d'une reconnaissance américaine d'un État palestinien indépendant. George Shultz désignait aussitôt pour ouvrir officiellement le dialogue l'ambassadeur américain en Tunisie qui a déjà pris contact avec le quartier général de l'OLP à Tunis et une première rencontre devrait avoir lieu incessamment. La décision de Washington, accueillie avec prudence mais sans grande réticence par les organisations juives américaines, cette décision a eu évidemment l'effet d'un coup de tonnerre en Israël. Le gouvernement est consterné, l'opinion publique partagée. De Jérusalem, Charles Anderlin. Tornades, tremblements de terre, défaites diplomatiques, les commentaires de la presse israélienne reflètent l'inquiétude des dirigeants politiques. Nous sommes, je vous le dis bien, très inquiets du fait qu'Arafat ait réussi à donner l'impression à tout le monde qu'il désirait la paix, quand la vérité est qu'il désire toute autre chose. Et la Jérusalem officielle d'annoncer que les États-Unis se rendront compte d'eux-mêmes de la futilité d'un dialogue avec l'OLP. L'argument ne rassure pas l'homme de la rue. La décision américaine est très dure. On n'aura pas le choix. Il faudra négocier avec les Arabes. Après tout, 40 ans de guerre, ça suffit. La décision de Shultz me désole. Israël n'a pas avec qui parler chez les Palestiniens. Les Américains ont commis une erreur peut-être fatidique pour Israël. Mais les plus inquiets ce soir, ce sont ces hommes, le comité des chefs des implantations juives en Cisjordanie. Ils manifestent devant la présidence du Conseil à Jérusalem leur scénario du pire, un retrait des territoires, une guerre avec le monde arabe. La gauche israélienne, elle, pavoise. Elle a lancé une grande campagne en faveur de pourparlers avec l'OLP. En tout cas, au-delà de leur division, les Israéliens sont d'accord sur un point, un tabou vient d'être brisé au Proche-Orient. Et les milieux palestiniens des territoires occupés applaudissent bien sûr à la décision américaine. À Washington, le président Reagan a déclaré tout à l'heure que désormais les déclarations palestiniennes doivent être concrétisées.
Par ailleurs, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, et le vocabulaire a son importance, le terme Palestine devait être employé aux Nations Unies en lieu et place de l'OLP. Moscou approuve l'ouverture d'un dialogue américano-palestinien, mais insiste sur la nécessité d'une conférence internationale de paix au Proche-Orient. La décision des États-Unis est un réel progrès, c'est ce qu'a déclaré tout à l'heure à Casablanca le président Mitterrand dans son discours d'ouverture du sommet franco-africain. À Casablanca, Bruno Lodreff. Genève, Washington, Casablanca, le jeu diplomatique s'accélère, les répercussions gagnent tous les continents. C'est donc d'Afrique que François Mitterrand s'est félicité du brusque renversement des positions américaines à l'égard de Yasser Arafat. Ainsi, les conditions paraissent-elles remplies pour que puisse se tenir la conférence internationale que j'appelle de mes voeux depuis plusieurs années. Et j'enregistre comme un réel progrès la décision très récente des États-Unis d'Amérique. Au vu des décisions courageuses, il faut le dire, prises par le principal dirigeant de l'OLP, M. Yasser Arafat. L'Afrique et ses dettes restaient tout de même le sujet du sommet. François Mitterrand a rappelé que l'intérêt bien compris des pays riches était de faire du continent tout entier un partenaire solvable. Raisonnement aussitôt assorti de cette mise en garde, la responsabilité des pays développés ne dispense pas les Africains de faire aussi leurs propres efforts. Ils sont quelques 500 000 ou plus en France à pouvoir bénéficier à partir d'aujourd'hui du revenu minimum d'insertion. La mesure est en effet entrée en application et dans tous les départements, les services sont mobilisés avec quelques difficultés pour que les plus démunis qui répondent aux conditions requises puissent toucher, selon les cas, le complément auquel ils ont droit. Ève Mettet était tout à l'heure à la mairie de Montreuil. Allô, bonjour madame. Oui, bien sûr, il faudra que vous veniez constituer un dossier parce que vous n'aurez pas vos 2000 francs maintenant, madame. Toute la journée, les employés du Centre communal d'action sociale de Montreuil ont fait la même réponse à ceux qui, par téléphone ou au guichet, venaient demander leur droit au revenu minimum. Non, ils n'auraient pas 2000 francs tout de suite, ce n'était pas aussi simple que ça. Ce matin, quand les gens ont entendu parler du RMI à la radio, ils sont tous précipités au CCAS pour toucher leurs 2000 francs. Et on a dû leur expliquer qu'il fallait faire la constitution d'un dossier, qu'ils devaient présenter leur quittance de loyer, leurs ressources, le nombre d'enfants à charge, enfin toute leur situation. Il y aurait un dossier de présenté en commission. Ensuite, la CAF paierait suivant l'étude du dossier. Et pour eux, ils ont été déçus parce qu'ils pensaient repartir avec leurs 2000 francs. Les formulaires de demande édités par le ministère sont en retard. Alors on renseigne, mais il faudra revenir. Second motif de déception des candidats qui ne veulent pas s'exprimer devant la caméra, le calcul de leur revenu minimum. C'est 2000 francs pour une personne, 3000 francs pour un couple, plus 600 francs par personne à charge. Mais de cela, il faut retrancher les ressources déjà perçues, les allocations familiales par exemple. Alors pour beaucoup, le RMI sera de 200 ou 400 francs par mois. Les premiers versements réguliers auront lieu début février. 7 jours après l'accord salarial à la RATP, va-t-on vers un véritable déblocage de la situation? 4 lignes de métro étaient encore bloquées aujourd'hui à Paris, mais les contacts ont repris entre la direction et la CGT. On reparle même de négociations, Nicolas Jacobs. Dans un petit bureau au siège de la RATP, face à face des représentants de la CGT et de la direction, la reprise d'un dialogue. Pour la direction, il ne s'agit de parler que de déroulement de carrière, pas de salaire. Pour la CGT, officiellement, pas question de renoncer à la revendication des 1000 francs, comme cela a été répété ce matin lors d'une assemblée générale. Alors, dialogue de sourds, pas sûr. Parler carrière, c'est peu ou prou parler revenus, sans en parler. Et permettre à chacun de trouver un compromis. Nous, on est prêts à écouter toutes les propositions qui vont dans le sens d'une amélioration des conditions de vie et d'existence des travailleurs de la RATP. Pour que des négociations puissent s'ouvrir, il faut réunir à nouveau l'ensemble des syndicats. Cela devrait être chose faite cette nuit ou demain. Et à l'EDF, suspension de la grève des agents de conduite des centrales nucléaires. Des négociations salariales commenceront demain. Cette grève durait depuis 2 mois. À l'Assemblée nationale, il y a 10 minutes à peine, le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi audiovisuel.
Tous les groupes politiques, à l'exception des socialistes, étaient en effet décidés à voter contre. Avec cette procédure, le texte sera considéré comme adopté si aucune motion de censure n'est déposée dans les 48 heures. Voilà, en bref encore avant de nous quitter, après ce journal largement consacré bien sûr à la situation en Arménie avec en direct sur place à Léninakan nos envoyés spéciaux, très vite donc encore les résultats du quartet de Vincennes à l'arrivée le 15, le 19, le 8 et le 17. Ah non, vous avez les résultats du tiercé. Donc les trois premiers, 15, 19, 8. 5 francs dans l'ordre rapportent 2087 francs 50 et dans un ordre différent 417 francs 50. Dans un instant, Laurent Cabrol va nous parler du temps. Tout à l'heure, la dernière édition du journal avec Henri Chanier. Demain matin, donc à partir de 6h45, vous retrouverez en direct nos envoyés spéciaux en Arménie soviétique. Gérard Morin pour les 4 vérités à 7h45 recevra Harlem Désir, le président de SOS Racisme. Rendez-vous donc demain matin et puis à 13h avec William Lémergie et encore à 20h demain soir avec nos envoyés spéciaux en direct en Arménie. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée, à demain.